Messieurs, dames, j'ai une question pour vous qui allez regarder cette vidéo en différé sur YouTube ou en temps réel dans le chat. Y a-t-il une clause de contrat pour Bill Sasgard qui fait qu'à un moment donné, le mec a que des rôles de zinzin? Voilà. C'est Pennywise le clown. Tu veux quoi après? Un truc tranquille. Ouais, on va te mettre The Crow. Tu veux quoi ensuite? Bah vraiment un truc smooth parce que là j'en peux plus. Eh, ça te va Nosferatu? Bon bah d'accord. Hein. Bonsoir à tous messieurs dames. Bill Sasgard a une carrière qui n'appartient qu'à lui et ça me plaît. En tout cas, il est très bon dans Nosferatu, comme l'intégralité du casting, pour un très bon film. On va y revenir, même si on verra au fur et à mesure. Je pense que c'est un film où il y a pas mal de choses à discuter, très intéressant sur le fond, sur la forme et sur ce qu'il est aujourd'hui, notamment en tant que remake d'un film qui, rappelons-le, a 102 ans. Ça aussi, tu vois, ça, ouah, tu commences un peu à émettre un peu le point de vue, là. Le premier Nosferatu de Murnau à 102 ans. Fin du discours, fin du plaidoyer. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Critique, donc, dans cette vidéo ou dans ce live, si vous êtes sur Twitch, de Nosferatu, je prononce à chaque fois mal son nom de famille, alors que pourtant, évidemment, je ne connais que lui. Robert Eggers, voilà, je ne sais pas si on dit Edgers ou Eggers, qui avait notamment réalisé The Witch et de Lighthouse, qui était, dans mes souvenirs, qui avait eu très bonne publicité et très bonne critique avec Robert Pattinson et Willem Dafoe qu'on retrouve dans ce Nosferatu, donc qui est sorti en ce 25 décembre avec l'éblouissante, parce que j'ai pas d'autre mot, Lily Rose Depp, qui est phénoménale dans Nosferatu, on y reviendra, j'ai jamais vu une actrice aussi possédée par un rôle, ou en tout cas depuis très longtemps, sans mauvais jeu de mots évidemment sur Nosferatu. Lily Rose Depp, Nicolas Hoult, qui a une année plutôt bonne, hein, parce qu'après le dernier, alors non pas le dernier juré, mais juré numéro 2 de Clint Eastwood, bah, le mec 2 mois et demi plus tard, on le revoit dans Nosferatu, c'est bien, t'as 2 films dans le top 10 de fin d'année, propre. Lily Rose Depp, donc, Willem Dafoe, et Aaron Taylor Johnson, qui lui va se retrouver dans les tops et les flops, hein, parce que lui, bah, c'était la semaine dernière que je l'ai vu, mais c'était dans Kraven le Chasseur. C'est moins bien. C'est moins bien. Kraven le Chasseur est moins bien que Nosferatu. Voilà, c'est un spoil. Vous en faites ce que vous voulez. J'avais dit que je spoilerais rien dans cette vidéo. Maintenant, voilà, j'ai quand même spoilé un truc. Nosferatu, c'est quand même mieux que Kraven. Bon, voilà. Vous en faites évidemment, ce que vous voulez. Ça n'engage évidemment que mon point de vue. Nosferatu, donc, remake, qui sort 102 ans après l'original. Petit retour en arrière. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont vu le Nosferatu de 1922, réalisé par Murnau, chef-d'œuvre, s'il en est, muet, de l'expressionnisme allemand, un classique parmi les classiques, parfois considéré comme peut-être le premier film d'horreur de l'histoire du cinéma. Certains le considèrent comme ça. C'est du fantastique, c'est du gothique, c'est de l'expressionnisme allemand. Je vous rappellerai évidemment ce qu'est l'expressionnisme allemand un petit peu plus tard, et vous verrez que avec la version là de Robert Eggers ou Robert Eggers, selon comment vous l'appelez, eh ben on est sur un très bel hommage, très fidèle. Euh... Je viens de lire le message d'Anaclusmos. On est sur un hommage très fidèle à l'expressionnisme allemand. Anaclusmos qui dit, bien sûr, j'avais même eu un contrôle dessus en L1, j'avais eu 4. J'adore ce mec. En vrai, Anaclusmos, je l'aime trop. Moi, je m'en bats les couilles. Heureusement qu'il est là, Anaclusmos. Tu sais, t'as toujours le truc où t'as envie de lui dire, ah putain, trop bien, toi aussi, tu l'avais vu. Parce que l'expressionnisme allemand, nous, en fac de ciné, on en avait bouffé une plâtrée quand même. Hein. Vraiment. Et du coup, je pense que Nosferatu avait dû faire partie des films discutés ou visionnés. Je me rappelle plus très bien. Hein. C'était il y a un petit moment maintenant, parce que rappelons-le, je suis quelqu'un de très vieux. Mais l'anecdote est folle. J'avais eu 4. Bon, bah, écoute, c'est mieux que un, 2 ou 3 Anaclusmos. Il faut voir ça comme ça. Donc Nosferatu 1922, donc de Murnau, expressionnisme allemand, classique inconditionnel. Je pensais qu'il y avait du bruit chez moi, pas du tout. Gothique au possible, considéré par certains par l'un des premiers films d'horreur. Chose à savoir, Nosferatu, le comte Orlok, est un film, donc le film Nosferatu, adapté, inspiré de Dracula. Le problème, c'est que ils n'avaient pas les droits de l'auteur pour pouvoir prendre le nom, ce qui a donc donné ensuite
Nosferatu, etc., avec le comte Dracula qui change de nom pour le comte Orlok, et qui a été ensuite maintes fois repris. Alors évidemment, bon, dans l'esprit de Dracula, des films autour de Dracula, effectivement, on en a vu pas mal. J'ai vu le film avec le paternel, on parlait de Dracula, évidemment, avec Gary Oldman, qui était un classique. Alors moi, ça, je le savais pas. Il y a un film en 79 qui est sorti, que pour le coup, j'ai pas vu, avec Klaus Kinski, que lui, pour le coup, je connais, puisque Mathieu Blom en avait fait de très bonnes vidéos sur Klaus Kinski il y a quelques temps maintenant, qui était Nosferatu, le fantôme de la nuit, je crois, de 1979, qui était déjà un remake un peu plus libéré, je crois, avec Isabelle Adjani de Nosferatu de 1922, donc il y avait déjà eu ce contexte-là. Et puis, il y a eu, évidemment, bon, bah, tout un tas de films qui ont traité de Dracula, machin. Et pour la petite anecdote, eh ben, il y en a un autre de film que lui, pour le coup, malheureusement, bah, en tout cas, sans l'avoir vu, bah, disons que j'ai vu le principal grâce à une vidéo de Guillaume Cassard. C'est Dracula 3000. Ça, c'est juste pour l'anecdote qui me fait marrer. Dracula 3000, où Casper Van Dien ou Abraham Van Helsing, en l'an 3000, investit un vaisseau qui arrive de Transylvania Station. Je vous jure que c'est pas une vanne. Sauf que le problème, c'est que le vaisseau a été décimé par le comte Orlok, qui vient de la galaxie des Carpates, et qui est le dernier de sa race, et qui, du coup, veut subvenir à ses besoins en bouffant tout le monde. C'est un film qui a été tourné en 3 jours dans un entrepôt en Afrique du Sud, ou je sais plus trop où, en Australie, je sais plus, avec Casper Van Dien, Coolio, enfin tout un casting extraordinaire. C'est même pas une vanne. This is Cinema, voilà. Donc encore une fois, bah là vous avez une référence au comte Orlok, la galaxie des Carpates, la Transylvanie, etc. Très très loin, évidemment, de l'œuvre qu'on voit aujourd'hui. Nosferatu, donc 2024. La première fois qu'on m'a parlé, je vais vous dire, la première fois qu'on m'a parlé de ce film, je me suis dit quelle pression le réal et les acteurs vont avoir. Parce que il y a faire des remakes de films qui ont été des succès, etc., ou même de films qui n'en ont pas été, où on s'octroie un remake par la suite. Il y a parfois les remakes de trop, voilà, les remakes qu'on n'imaginerait pas, qui arrivent trop tôt ou qui sont pas nécessaires, et il y a les remakes d'un grand classique. Et Nosferatu, pour moi, est un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma. Qu'on aime ou pas les films muets, qu'on aime ou pas l'expressionnisme allemand, c'est vrai que c'est très gothique, énormément porté sur les ombres, la déstructuration des visages, des formes, les froids, l'épouvante, le gothique, tout ce que vous voulez. C'est un classique immense. Et il est même, le procédé est même assez glauque, etc., assez sombre. Et là, pour le coup, bah, effectivement, je trouve qu'avec Nosferatu, il y avait quand même un process qui était remaker un classique aussi fort de l'industrie du cinéma et aussi intemporel, preuve qu'on en parle encore aujourd'hui 102 ans après, ça va être très 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 compliqué. D'autant plus que c'est un film d'épouvante horreur avec de la possession, que des films d'épouvante horreur avec de la possession d'un point de vue purement filmique, en termes de réalisation, de mise en scène, etc. Aujourd'hui, on en a vu une plâtrée, et il y en a qui sortent à tort et à travers tout le temps, du bon comme du moins bon, plus souvent du moins bon parce que forcément on finit par avoir un peu tout déjà vu. Comment Nosferatu va sortir et tirer son épingle du jeu? Bah, la réponse est simple. Nosferatu est dans la grande tradition du Nosferatu de 1922. C'est sombre, c'est extrêmement dérangeant, c'est glauque, c'est porté par une bande originale glaçante, suffocante. Putain, tu respires pas. Quand la musique arrive, tu respires pas. C'est très oppressant, très suffocant, mais en même temps, c'est magistral. Un casting, quand je dis possédé, c'est vraiment ça. Alors, au-delà du fait que certains personnages sont effectivement possédés par Nosferatu, notamment Lily Rose Depp en tête d'affiche, puisque son personnage est le personnage central, les acteurs sont possédés par leur rôle. Je trouve qu'il y a une capacité à jouer sur le non-dit qui est énorme, puisque finalement, on voit pas grand-chose, on l'entend, on l'entend et on le devine. Il y a quelques plans qui m'ont marqué, ça joue beaucoup sur les gros plans, évidemment, d'effroi des personnages. Il y a un plan, la première fois que Nicolas Hoult rencontre Nosferatu, où justement, on le voit terrorisé, et c'est un plan qui marque, qui reste en tête du spectateur, parce que finalement, après, fondu au noir et on enchaîne sur une autre séquence, c'est beaucoup dans le non-dit. Mais comme dit, voilà, ouais, Preach, c'est de l'imagerie. C'est vraiment, on est dans l'imagerie et dans ce que va imaginer le spectateur vis-à-vis de ce qui se passe plus que dans le démonstratif.
Et au final, du démonstratif, il y en a très peu, peut-être 2 ou 3 scènes maximum. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant de jouer sur l'effroi des personnages à ce point-là et des acteurs possédés pour démultiplier un petit peu la peur, l'épouvante et le côté très glauque du film. Et puis d'un point de vue visuel, c'est tout à fait de l'expressionnisme allemand. Alors, je vais vous dire ce qu'est l'expressionnisme allemand, parce que j'ai fait... alors, on l'avait beaucoup étudié, nous, à la fac, mais c'est pour vous resituer un petit peu les choses dans le contexte de Nosferatu. Nosferatu, c'est un film typique de l'expressionnisme allemand, parce qu'il y a beaucoup de scènes avec l'ombre de Nosferatu, pardon, aperçu sur le mur, dans les marches, etc. C'est quelque chose que fait le film énormément. Ça, on en avait parlé notamment avec Le Paternel. Il y a certains réalisateurs aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, sans le savoir, bah, vous l'avez déjà vu sans le voir, beaucoup de réalisateurs aujourd'hui continuent d'utiliser cette technique pour prendre du grand public. Jurassic World Fallen Kingdom, ça on en avait parlé avec mon père. L'Indoraptor, c'est exactement ça. C'est du gothique, et c'est presque des formules d'expressionnisme allemand avec le tonnerre, l'éclair, voir à travers l'éclair et la lumière du tonnerre des personnages dans l'ombre, ou l'ombre de l'Indoraptor dans la chambre de la gamine, des choses comme ça. Moi, ça, je trouve que c'est très fort. Et justement, c'est aussi des hommages à l'expressionnisme allemand. C'est une forme de gothique liée à l'expressionnisme allemand. Là, on le voit avec Nosferatu, c'était évidemment le cas dans le premier. Là, c'est pareil. On va énormément jouer sur l'ombre du personnage à travers les murs, quand il va se déplacer, plutôt que de voir lui, on voit l'ombre qui se déplace, l'ombre de sa main sur les personnages, notamment, on va voir l'ombre de la main de Nosferatu traverser le visage de Lily Rose Depp, bah justement pour montrer à la fois ce sentiment de possession et de toute puissance sur elle, et mais aussi artistiquement parlant, et bah, d'être un peu dans le non-dit et de montrer cet expressionnisme. On le voit avec un plan qui est magnifique aussi, qui ressemble un peu à une peinture, là, et moi, ça m'a rappelé Une nuit sur le Mont Chauve aussi. C'est encore différent. Une nuit sur le Mont Chauve, pour ceux qui ont vu Fantasia, vous aurez sûrement la référence. Une nuit sur le Mont Chauve ne traite pas du même sujet, mais je pense qu'à mon avis, ils sont peut-être un peu... ils ont picoré peut-être un peu à droite à gauche sur l'expressionnisme allemand de l'époque, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similarités, de similitudes. Vous trouverez parmi les deux mots, hein, celui qui vaut le mieux, ou celui qui existe. Il y en a peut-être un des deux qui n'existe pas. Il y a la main de Nosferatu qui prend la possession complètement de la ville, et qui, on voit la main et l'ombre de la main de Nosferatu, pardon, arriver sur la ville, lentement, 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 jusqu'à la maison, justement, de Lily Rose Depp. Et ça, c'est exactement ça. L'expressionnisme allemand, caractérisé aussi par, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, la distorsion des objets et des corps. Sur la tronche de Nosferatu, bah, tu comprends. L'expression du visage comme un dérangement ou un désordre. Pour ne citer qu'une brève partie, évidemment, de ce qu'est l'expressionnisme allemand. C'est exactement ce qu'on a dans le film, je le disais, par le nombre de plans extrêmement proches des corps que le réalisateur va proposer, et aussi sur bah, les très nombreux gros plans qui vont s'immiscer dans le film pour montrer la peur, etc., des personnages, encore plus que la cause. Ça fait partie de ce que je considère être du non-dit efficace, puisque le non-dit prend largement le pas sur ce qu'on voit. Et c'est ça qui en fait un film assez flippant. C'est un film qui est quand même assez flippant, qui te laisse un peu river sur ton siège, qui a des longueurs. C'est vrai qu'il dure un peu plus de 2 heures. C'est un film qui a des longueurs assez prenantes au milieu du métrage, mais qui arrive sur ses phases les plus stressantes et les plus importantes à tirer largement son épingle du jeu. C'est aussi, je trouve, et alors ça c'est le rapport au gothique, expressionnisme allemand ou autre, c'est le rapport au gothique. Il y a beaucoup de plans qui ressemblent à des peintures en mouvement. Pour ceux qui ont vu le film, vous allez me dire, il y a un plan particulier qui m'a fait penser à ça, voire même plusieurs, mais un, moi, qui me reste en tête. C'est Nicolas Hoult qui part vers le château donc, du comte Orlok, donc de Nosferatu, et une calèche va venir le récupérer. Il est dans une route de forêt, la forêt tout autour de lui, avec derrière lui des lumières blanches floutées avec plein de brume, devant lui aussi, et de la neige, et dans le noir complet. T'as l'impression que c'est Nicolas Hoult qui a été incrusté sur une peinture, tellement on sent ce respect vis-à-vis justement comment dire, ce respect pour le film original, cette fidélité qui est donnée au gothique, à l'expressionnisme, etc., de l'œuvre originale, mais où on est dans des décors
glauque, sombre, oppressant, mais hyper gothique, et travaillé d'un point de vue artistique et esthétique au millimètre près. Moi, j'ai trouvé que ça, effectivement, on avait l'impression que Nicolas Hoult voilà, sortait d'une peinture ou traversait une peinture, littéralement, qui était derrière lui. Et j'ai trouvé que c'était très fort. C'est, en fait, là où ça me fait de la peine de le dire pour ceux qui regardent pas YouTube, sachez que Marin, aujourd'hui, sur Twitch, est une légende. Ça me fait de la peine de le dire parce que je suis assez d'accord avec Marin, Anaklusmos pour les intimes. Ben oui, on dirait une image du 16e ou du 17e, enfin c'est très proche de cette période-là. Ça se passe, je crois, en 1838 en Allemagne. On voit vraiment, enfin je veux dire, même dans les décors. On peut parler de la reconstitution des décors aussi. Reconstitution des décors, reconstitution des costumes, etc. C'est très 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 fort. Puis c'est là aussi l'avantage en fait d'avoir un personnage comme Nosferatu, puisque ça rappelle aussi à tout ce que vivaient ces mecs-là à l'époque. Aaron Taylor Johnson est le propriétaire d'une compagnie de bateaux. On va ramener Nosferatu, il va y avoir des épidémies qu'on jugeait des épidémies de peste, etc. Ça rappelle les difficultés de l'époque, ça rappelle la violence de la vie de l'époque à travers le fantastique. En fait, le fantastique nous permet, grâce à Nosferatu, de discuter de tranches de vie réelles qui se passaient à l'époque avec de vraies douleurs, de vraies mœurs, etc. C'est là où le fantastique pour moi est réussi, où c'est quand en fait l'extraordinaire t'accapare l'ordinaire, quoi. Et là en fait on l'a dans deux configurations. Donc moi j'aime beaucoup en fait cet attrait-là. J'aime beaucoup cet attrait-là, j'aime beaucoup cette mise en scène, et c'est vrai que c'est un film quasi parfait, je veux dire, dans l'utilisation de sa bande originale, dans son mixage son, dans son talent des comédiens. Willem Dafoe, pareil, exceptionnel. Dans la fidélité avec laquelle il va retranscrire cet expressionnisme allemand, et aussi le premier Nosferatu, cet hommage-là. C'est un film qui est quasi parfait. Et quand je suis sorti de la séance, je me suis dit, c'est fou. Bah, il me manque un truc. Et je ne sais toujours pas mettre le doigt sur quoi précisément. Moi, j'ai deux idées qui sont très subjectives qui font que je peux pas lui mettre plus de 8 sur 10, même si certains lui mettraient peut-être plus. Je lui mettrais 7,5 ou 8 sur 10, 15 ou 16 sur 20, ce qui est très bien, avec deux idées en tête qui sont... La première, est-ce que finalement le poids d'un classique comme Nosferatu était peut-être tellement fort à porter qu'au final, on va se dire, ouais, le poids était tellement énorme que, oui, c'est un très bon film, tu vois, mais on aura encore toujours en tête le classique. Et deuxième point, là où je suis d'accord avec Anaklusmos, et encore, parce que Anaklusmos ou moi, on n'est pas réalisateur du film. Donc, c'est pas à nous de juger. Si le réalisateur a voulu faire un hommage fidèle et très proche du premier, c'est son droit. C'est un remake, et c'est vrai que c'est un remake qui finalement apporte peu de nouveautés, hormis les nouveautés modernes qui sont les capacités visuelles, artistiques, esthétiques, etc. C'est un film qui fait tout très bien, mais qui va pas non plus apporter de choses supérieures ou de choses différentes à l'œuvre originale. Là où je prends pour moi des remakes à 10 sur 10, The Thing, La Mouche, The Fly, où là, eux, sont des remakes de films qui étaient déjà bons, mais sont à des années-lumière dans leur être à part entière, plus fort, plus grandiose, plus couillu, plus audacieux. On parle pas assez, je trouve, de The Thing et La Mouche en tant que remake. On en parle en tant que chef-d'œuvre, mais c'est des remakes de films qui ont véritablement existé, qui prennent des libertés. Là encore une fois, liberté, il y en a qui en prennent, il y en a qui en prennent pas. Voilà, The King, pardon, qui cite Jumanji. Pour moi, Jumanji avec The Rock, c'est pas un remake, c'est une suite déguisée. Dans le sens où on voit Alan Paris, je vivais ici, etc. Bon, dans tous les cas, c'est de la merde. Hein. Je veux dire, voilà, même si c'était un remake, c'était raté. Ça fait partie, par exemple, des exemples qui étaient ratés. King Kong de Peter Jackson. King Kong de Peter Jackson, pour moi, est plus... Alors, King Kong de Peter Jackson, il pourrait être plus fort que l'original. Il pourrait. Si l'original, je lui mettais pas 10 sur 10 aussi. Mais le King Kong de 1933, faut partir d'un constat simple qui est ce qu'il a fait, nous a aidé en fait à avoir le cinéma d'aujourd'hui. Si t'as pas le King Kong de 1933 en termes d'effets spéciaux, de créativité, enfin pas d'effets spéciaux, mais tu m'as compris, pour les effets de l'époque, la qualité du film de l'époque, dans le fait de faire flipper l'audience sur des choses qu'ils avaient jamais vues, avec un tel ressenti, etc., avec une telle aventure qui était
hyper compliqué à faire dans le monde du cinéma à l'époque. Si on n'avait pas eu le King Kong de Cooper, on n'aurait pas eu toute la suite du cinéma, je pense. C'est un film phénoménal comment dire, d'en avance sur son temps. Donc, pour moi, le King Kong de Jackson peut pas être au-dessus parce que les deux sont 10 sur 10. Je veux dire, le King Kong de 33 est toujours dans mes films préférés. Je me dis, c'est un bijou, hein, comme Nosferatu. Alors, je suis plus King Kong, hein, mais Nosferatu, c'est considéré pour beaucoup comme un classique. Et c'est ça le truc. Donc, c'est vrai que bah du coup, on est dans deux cas de figure. La différence, Anaclusmos, tu vois, entre King Kong et Nosferatu, c'est que le Nosferatu de 2024 respecte quasi à la lettre l'œuvre originale. Le King Kong de 2005 prend des libertés. La relation entre Anne Darrow et King Kong n'est pas du tout la même. Il n'y a pas d'amour dans l'œuvre de 33. Il n'y a que de la peur. Il n'y a que Kong puis c'est limite libidineux. Hein. Là, Jackson, il apporte un truc en plus. Avec d'autres personnages aussi, etc. Non, il apporte vraiment quelque chose. Mais voilà, je suis dans un cas de figure comme ça. Mais cela dit et cela est, et cela étant, je fais 3 fois cela dans la même phrase, je pense que le but du réalisateur, c'était de faire exactement ce qu'il a fait. Donc en fait, c'est pas une critique négative de dire que il n'a pas été plus loin que le premier, ou il en a pas fait un... Je suis d'accord avec Anaclusmos que c'est vrai que ça ne réinvente rien, mais ça le fait très 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 bien. Justement, je me pose une question, est-ce que Eggers arrive à être à la hauteur de cet héritage? A-t-il apporté sa propre patte ou a-t-il cédé à la tentation de rendre hommage à ce classique, chose difficile à refuser quand tu penses à certains plans légendaires du film original, le plan dans l'escalier par exemple? Il apporte sa maîtrise. Il apporte sa maîtrise. Tu sens que au niveau du travail visuel, esthétique, etc., par rapport au film qu'il a fait avant, tu reconnais quand même un peu sa patte. Mais oui, c'est un respect quasi religieux de l'œuvre originale. En fait, c'est-à-dire que il s'accapare l'œuvre originale, il s'accapare l'expressionnisme allemand et il le retranscrit. Et il le travaille, il le bonifie, comme s'il le remettait au goût du jour. Mais c'est extrêmement, comment dire, c'est extrêmement proche de ce qu'avait été l'œuvre de 22. C'est les ombres sur les murs, c'est comme la distorsion des corps, avec le corps de Nosferatu qui est presque squelettique, c'est les gros plans sur les visages avec la peur, l'effroi, la distorsion des visages, les trucs comme ça, pour provoquer quelque chose de dérangeant. Et ça, oui, il est, comment dire, il fait un film dérangeant. Je pense que ce film-là, enfin après, il faut remettre les choses dans leur contexte de 1922, mais ce film-là, dans son point de vue aussi un peu érotique et un peu... il y a quelques séquences un peu sexualisées, et plus dérangeant peut-être que celui de 22. Là, il y a vraiment quelque chose de glauque. Vraiment quelque chose de glauque, de sombre et d'assez crade dans la version de 2024. Ouais, ça c'est vrai. Sans effusion de sang ou quoi que ce soit. C'est encore une fois pas mal dans le non-dit ou dans l'entendu ou dans les bruitages, le mixage du son, Oui, certes. Et puis dans l'acting. Lily Rose Depp est extraordinaire. Il y en a deux, hein, moi, que j'ai retenu, c'est Lily Rose Depp et Willem Dafoe. Et les deux sont phénoménaux. Alors après, t'as Bill Skarsgård qui joue Nosferatu, c'est tout dans le... Voilà, c'est le personnage, quoi. T'en oublies presque l'acteur. Mais Lily Rose Depp, c'est tellement dur ce qu'on lui demande de jouer quand elle est possédée à parler, hurler en même temps, en étant carré, machin. Enfin, il y a une séquence où elle pète un plomb contre Nicolas Coult, qui joue son mari. Et justement, ça termine en scène sexuelle juste après. Ou juste avant, mais je crois que c'est juste après. Elle a une séquence, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle passe de la douleur à la folie. Ensuite, elle est complètement possédée par quelqu'un d'autre. C'est des gros plans sur elle. On a limite l'impression qu'elle va se couper la langue, machin. Ça bave de partout. Enfin, il y a ce style de possession qui va faire plaisir à tous ceux qui aiment bien les films un peu d'épouvante et de possesse, quoi. Mais il y a un truc dans son jeu, oui, elle est habitée par le rôle, dans le sens propre comme dans le figuré. Moi, je l'ai trouvée excellente. J'en ai oublié même de mettre voilà, le visuel, hein, parce que ce serait quand même bien de réussir à mettre le visuel un jour. Mais oui, non, elle en est, je trouve, excellente.
Elle, c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus surpris, puisque j'avais pas l'occasion, moi, de beaucoup la voir. Je sais que The Idol, mon papy, ouais, il faudrait que je regarde, mais j'en ai pas entendu de bonnes pubs. À part toi, j'en ai pas entendu de bonnes pubs de The Idol, mais il faudrait que je regarde quand même par curiosité, parce que c'est quand même les gars qui ont fait Euphoria. Mais oui, et Willem Dafoe. Willem Dafoe qui est vraiment lui aussi habité par son, par son rôle et en vieux médecin qui a un peu laissé tomber la médecine et qui a été radié d'un peu partout parce qu'il s'est mis à l'occulte, etc. Enfin, ouais, si, c'est vrai que les acteurs sont énormes. Rien que ce plan que je vous mets là, rien que ce plan que je vous mets là, avec le visage un peu effrayé, l'ombre sur la personne, ça en dit long. La possession à la fois du personnage sur la femme, l'expressionnisme allemand, le jeu du travail au niveau des couleurs, au niveau enfin, c'est un plan qui résume bien le film. C'est un plan qui résume bien le film. C'est dans cette idée où on est dans quelque chose d'assez sans espoir, glauque, sordide, dérangeant, et c'est tout ce qu'a voulu faire le Réal, et je pense que c'est très bien fait. Mais oui, photographie très soignée aussi. Photographie très terne, souvent bleutée, parfois très proche du noir et blanc. Normal, il faut une photographie très froide pour un univers froid, violent, où les décors sont majestueux, mais en même temps terrifiants. Je vais être honnête avec vous, pour les gamers, pour ceux qui aiment bien le jeu vidéo, il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait penser à Resident Evil 4 et Resident Evil 8. Évidemment que Resident Evil 4 et Resident Evil 8 se sont aussi inspirés Dracula, Nosferatu, expressionnisme allemand, gothique et compagnie, bien sûr, bien sûr. Mais l'arrivée de Nicolas Hoult dans un village de tziganes me faisait beaucoup penser à Hero 4, vraiment. Et le château, le gothique, les trucs, les machins, c'est RE8. Voilà, ça m'a fait beaucoup penser à Resident Evil. Maintenant, c'est une bonne pub pour Resident Evil parce que c'est quand même deux très bons jeux, RE4 et RE8. Et c'est vrai qu'à mon avis, ces jeux-là, comme quoi, hein, pour ceux qui disent le jeu vidéo c'est pas de l'art, pour les trois qui le disent encore, hein, évidemment, bah, la preuve, c'est tellement pas de l'art que ça reprend parmi les plus grands classiques artistiques qui existent. Pour ceux qui chialaient que c'était pas Anya Taylor-Joy qui a quitté le film pour conflit d'horaire, Lily Rose Paradis vient de fermer la bouche de la majorité du monde. C'est toujours la preuve d'être patient avant de juger. Ah oui, 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 non, 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 mais bien sûr, mais non, elle est excellente. Elle est excellente, vraiment. Et alors, Anya Taylor-Joy ou pas, elle reste vraiment excellente. Je dis pas et je vais te dire un truc, Sean, Anya Taylor-Joy aurait fait un film comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Moi, j'adore Anya Taylor-Joy, il y a pas de problème, hein, excellente dans Furiosa. Elle aurait fait un film comme ça, je l'aurais considéré plus dans son jardin, et je me serais dit, elle fait une bonne perf, mais logique. C'est Anya Taylor-Joy, on sait que là-dedans, c'est une perf qui va lui correspondre. La surprise est plus belle avec Lily Rose Depp. Parce qu'on ne l'attend pas dans une configuration comme ça. Lily Rose Depp, encore aujourd'hui, là, on ne l'attend pas forcément. C'est pas une actrice non plus, on se dit, elle a 14 films à son actif, elle est ultra bankable, machin, elle débute. Débuter là-dessus, là, t'imagines, ne serait-ce que même pour l'actrice. T'arrives, tu débutes là-dessus, c'est quoi l'un de tes premiers films? Bah, le remake de Nosferatu. Bah, t'imagines quand même le poids du truc, quoi. Il y a quelques lacunes scénaristiques dans The Idol, mais le tout reste quand même bon, visuellement toujours aussi incroyable, utilisation parfaite de la musique, etc. Et les polémiques sont fondées sur des purs mensonges par des gens qui n'ont pas vu la série. Il y a plus de cul dans une saison de GOT que dans tout The Idol. Ah quoi, c'est ça la polémique? C'est juste il y a du cul, donc les gens ils ont pas aimé? Je vois pas, en vrai les gars, regardez The Boys ou Euphoria ou ceci ou cela, maintenant il y a du cul partout. Je comprends pas les gens qui se disent encore, oh là là, il y a du cul, ça fait chier. Vous avez vu Banshee les frérots? Banshee, gros, il baisse tout le monde, tous les épisodes. Et Banshee, c'est super. C'est vrai que Lucas Hood, mec, sa première scène, il baise une meuf. Non, mais vraiment. Oui, Skip, c'était une série porno. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que dans Game of Thrones, on voit des vrais tubs et tout. Je veux dire, dans House of the Dragon, t'as un gros plan sur un mec qui se fait tout. Mais à part ça, tout va bien. Ouais, bon, donc c'est des trucs infondés. Il y a deux masturbations et une scène de cul dans une cabine de vêtements et c'est tout. Ouais, ça va. Ça va. Ouais, faut pas, ouais, effectivement, faut pas leur montrer Nip Tuck ou Game of Thrones. Hein. Bah, enfin bon, moi j'en avais même pas entendu parler de ça. J'en avais entendu des retours peu positifs,
mais j'avais pas entendu parler d'une telle remarque. Mais et alors, pour revenir à Nosferatu, euh, il y a des scènes qui marquent. Ça aussi, c'est important dans l'univers de l'horreur, de l'épouvante et de l'angoisse aujourd'hui. Comme on en a beaucoup, on a tendance à voir souvent la même chose. C'est rare aujourd'hui les films qui marquent, surtout dans cette configuration-là. C'est un film qui marque, qui sait utiliser son fantastique, qui sait utiliser son non-dit, qui sait utiliser sa mise en scène, son esthétique, quelquefois par moments des séquences un peu plus hard, des séquences un peu plus gore. J'en ai compté 2 ou 3, mais rien de ce que vous n'avez pas déjà vu, je pense, d'un point de vue hémoglobine, mais un peu plus voilà, forte et costaud en mettant directement sur le devant de la scène le Nosferatu. Mais justement, ça va aussi à l'inverse de ça. Ça garde son ambiance, ça garde son atmosphère, ça garde ce côté complètement gothique. Euh, mais ça tombe pas dans le cliché final. Je m'attendais, j'espérais que le film n'ait pas d'action du tout. Et il n'a pas d'action, quasiment pas. Et en fait, à un moment donné, c'est malin parce que Nosferatu part à bord d'un bateau vers la ville justement où habite Lily Rose Depp. Et à ce moment-là, quand on devine que bah, tout l'équipage, à mon avis, va y rester, je me suis demandé un peu si ça allait faire une dernier voyage du Déméter, qui au demeurant que j'ai beaucoup aimé, mais qui lui avait cette direction. Dernier voyage du Déméter, il y a quand même pas mal d'action, c'est assez sanglant, c'est le propos du film qui est comme ça. Dernier voyage du Déméter, qui était un film que j'ai pas mal apprécié, hein, pour le coup, dans le huis clos, etc., qui était plutôt bon. Bah, avec un acteur de Game of Thrones d'ailleurs, celui qui jouait Sir Davos. Il le fait pas du tout. Il y a une séquence, voilà, une séquence, dans le bateau, où on le voit agresser quelqu'un. Tout le reste, c'est du non-dit, ou c'est du on le sait, on le devine. Et il tombe jamais dans ce truc-là. Et c'est ça qui est intéressant. Ça tombe jamais dans la surenchère. Comme Diana Klusmos, voilà, il y a une scène où Nosferatu tue 2 personnes dans le non-dit. On n'entend que les hurlements, on entend les bruitages, les craquements, les choses comme ça. Et on a un plan assez iconique de Nosferatu, voilà, qui tient les deux, une dans chaque main, et qui en termine une des 2 personnes et qui lâche l'autre. Et c'est là que tu te dis, et ouais, tu sens toute la peur en fait. Et le plan juste après, c'est le plan sur une autre personne qui assiste à ça. Et là, la caméra arrive sur elle, comme si on se doutait que Nosferatu arrivait pour terminer la 3e personne. Et, et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est le travail de mise en scène. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué dans la manière dont Robert Eggers tient sa caméra, utilise sa caméra. Il y a très peu de mouvements de caméra. C'est beaucoup de champ contre champ. Vraiment, avec la caméra posée, hein. Mais c'est pas des champs contre champs plan américain type, c'est des plans contre champs avec plan champ contre champ où la personne, en fait, à l'intérieur du cadre, a toujours quelque chose à faire avec de très grands décors derrière. Ce qui veut dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir un champ contre champ. Et en fait, il utilise ça, les caméras fixes, il utilise beaucoup pour contrebalancer ensuite les moments où il y aura des mouvements de caméra. Parce que plus tu as l'habitude d'une caméra fixe, plus quand le mouvement de la caméra va être présent, plus tu vas te dire, c'est pas pour rien. Et il y a énormément de mouvements de caméra, de travelling, de transition, de trucs, où en fait, bah, ça amorce une situation. Ça évite le jumpscare. Un personnage est là, la caméra va filmer ici, ça s'arrête, elle revient, et là tu sais que la donne va être différente après. Méthode de réalisation classique, mais qui marche très très bien. Parce que tu sais que quand il y a du mouvement, ça va être pour quelque chose. C'est pas juste, ouais, le mec il met du mouvement et c'est tout. Donc là, tout est calculé, machin. C'est pour ça que je le dis, c'est vraiment un film intéressant, hein. C'est pas... il restera pas dans l'histoire de la même manière que le premier va rester dans l'histoire. De toute façon, c'est radicalement différent. Le premier, on est sur un muet de 1922. Et le classique restera le classique. Mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et c'est un très bon film parce qu'il le fait vraiment bien. C'est là la grande question. Est-ce qu'on pouvait lui demander plus? Est-ce qu'on pouvait lui demander plus? Voilà. Tu fais un remake de Nosferatu, est-ce qu'on pouvait te demander plus que ça? Moi, je préfère un film comme ça qu'un film qui va prendre des libertés, ça va être de la merde.
Ça aussi, c'est hérité de l'expressionnisme allemand où les décors venaient engloutir les personnages. Alors là, on va pas. J'irai pas jusqu'à dire que les décors engloutissent les personnages. C'est Nosferatu, son ombre, sa personne qui engloutit tout sur son passage, voire même une ville entière. Mais les mouvements de caméra euh, amorcent des situations. Les mouvements de caméra proposent quelque chose. Les mouvements de caméra aident même parfois à comprendre les déplacements, les axes des personnages. Entre eux, énormément de plans fixes. Le son Nosferatu 1922 était muet, le nouveau pouvait créer sur ce plan-là, il ne crée pas grand-chose. Moi, je le trouve réussi à ce niveau-là. C'est vrai que, oui, étant donné que le film de 22 était muet, on pouvait se dire, tiens, qu'est-ce qu'il peut faire en plus? Mais moi, ça fait partie du non-dit. Le mixage du son, les bruitages, etc., ça participe au non-dit. Et tu sais, ça fait froid dans le dos quand même. Ça apporte à l'horreur et à l'ambiance, notamment sur la scène dont tu parlais. Pour moi, ça, c'est important. La respiration de Nosferatu, elle est glauque, elle est sordide. Ça, pour moi, c'est important. La bande originale, je la trouve glaçante. La bande originale... ouais, tout en chœur, etc. Machin, c'est ça. Moi, je trouve que ça sublime la chose. C'est marrant parce que j'en parlais à Naclusmos dans un de mes derniers clubs de cinéma où j'avais montré Jurassic World Fallen Kingdom, bah, pour leur montrer l'impact de la composition musicale sur une séquence. Je leur avais montré ça et je leur avais montré le Jurassic Park, la sortie du T-Rex. Pour bah, leur faire la distinguo en mode regarde, parfois l'absence de son ça peut être génial, mais une compo qui sublime un peu ce qui se passe, et eux avaient trouvé ça génial. Mais tu vois, t'en es un peu dans le même mood. Ce qu'avait fait Giacchino sur ce qu'avait fait Giacchino pour l'Indoraptor, bah je trouvais que c'était un peu, tu vois, un peu dans le même délire. Et moi j'avais bien aimé ça. La musique c'est Robin Carolan. Euh... Quoi? La musique est de Robin Carolan, ça me met sur un site de catch. Donc ça doit pas être lui. Robin Carolan, musique. Musique. Il a fait quoi, Robin Carolan? Compositeur. Ok, ouais. Alors. Ah bah, il était responsable d'un label. Il avait travaillé avec Björk, notamment. Euh, Et en 2022, il débute en tant que compositeur avec The Northman. Et sa deuxième, c'est Nosferatu. Non, c'est là, tu vois, qu'Anaclusmos, c'est costaud quand même. C'est parce que c'est que ça, apparemment, c'est que sa deuxième compo. Hein. Il a fait The Northman et Nosferatu. Et je trouve que la composition originale est plutôt bonne. Il invente rien de nouveau. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, Anaclusmos. C'est vrai il aurait pu inventer de nouvelles choses. Mais je trouve que ce qui se passe, ça n'en fait pas un point négatif. Pour moi. C'est pas un reproche. C'est quelque chose qui fait que je peux pas lui mettre une note parfaite, même si le film en soi, à part quelques longueurs, et donc et du coup est quasi parfait, on va dire. Mais c'est pas négatif. C'est vrai que c'est vrai que ça aurait pu être une tentative, une prise de risque, mais je pars plus dans la configuration qu'il use de la musique pour sublimer un film qui au demeurant était muet. Donc, pour moi, ça me paraît plutôt bien. Après, c'est des axes intéressants. C'est des axes intéressants à juger, hein, de toute façon. Ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, là. Putain, c'est passé vite. C'est passé vite. Alors, euh, j'étais obligé de faire un petit spoil. Si vous connaissez l'histoire de Nosferatu, du coup, c'est pas un spoil. Faut connaître l'histoire de Nosferatu. Ceux qui sont dans le chat, ceux qui regarderont cette vidéo après, si vous voulez pas vous faire spoil, c'est sur une petite théorie que j'ai. N'hésitez pas à quitter. On va passer les 5-10 dernières minutes à parler de ça. Donc si vous connaissez pas l'histoire et que vous allez aller voir Nosferatu, quittez le live ou la vidéo, parce que du coup, ça va spoil la fin. À partir de maintenant, je spoil. Euh,
on avait une vision différente de la fin du film avec mon daron. Mon daron me parlait de Dracula avec Gary Oldman. Il disait que c'était très romantique, très poétique malgré tout. Et lui, lui il me disait, oh, tu vois, ce Nosferatu-là, il n'y a pas une once de poétique ou de romantique, rien du tout, quoi. Et étonnamment, de par la séquence finale, qui est pour moi l'une des morts de vampires les plus belles que j'ai vues esthétiquement parlant au cinéma. Pour ceux qui ont vu donc Nosferatu, Lily Rose Depp tient Nosferatu dans ses bras. Nosferatu prend la lumière du jour à la suite de moult péripéties narratives. Enfin, c'est expliqué dans la narration. Que si lui se donnait à cette personne et qu'elle se donnait de son plein gré à Nosferatu, du coup, il n'entendrait pas le chant du coq, ce qui veut dire que la lumière arriverait, qu'il aurait nulle part où se cacher, qu'il finirait par en mourir. Je trouve que la mort de Nosferatu dans les bras de Lily Rose Depp, elle est assez fascinante à regarder. Moi, c'est un plan que j'ai trouvé iconique parce que je l'ai vraiment trouvé visuellement très beau. Et moi, j'étais pas d'accord avec le fait que justement, il n'y ait pas de romantisme du tout, etc. Je me suis posé la question, pour ceux qui ont vu le film, dites-moi ce que vous en pensez. Étant donné tout le lien du film et tout le rapprochement qu'il y a entre Nosferatu et cette personne-là, qui sont ultra fusionnels, je me suis demandé, comme elle rêve de lui, elle s'offre à lui en rêve, etc. Il y a quand même quelque chose entre les deux d'indéniable, même si c'est aussi de l'ordre de la détestation, de la peur, de choses comme ça. Il y a quand même quelque chose. Je me suis posé la question, est-ce que Nosferatu n'aurait pas été au courant que s'il y allait, son heure finirait par arriver, mais que par amour, lui qui pense pourtant ne pas être capable d'aimer qui que ce soit, parce qu'elle lui fait la réflexion au milieu du film, est-ce qu'il y est pas allé volontairement, quitte à se dire, je vais quand même mourir après, mais je tiens à mourir, entre guillemets, d'amour de cette configuration-là, avec elle. Preuve en est que, bah voilà, il se laisse mourir, il essaie même pas de repartir quand il voit l'aube arriver, ou il essaie pas de partir un peu avant. Et elle, quand elle est là, lui il meurt, mais elle est encore possédée à lui, puis elle vient, elle le prend dans ses bras, elle pourrait juste le regarder crever, parce que c'était la volonté initiale. Je trouve qu'il y a plus, pour moi, dans ce film, que simplement de l'horreur et de la pestilence et des choses comme ça. J'ai l'impression que toute la dernière scène montre un axe qui pourrait être quand même potentiellement romantique, de l'ordre de l'amant, etc. Même si, effectivement, voilà, ça reste Nosferatu, quoi. On en revient à la question de la nature du vampire, créature de séduction et de désir ou de peur. Bah là, il y a pas de séduction et de désir, là. Il y a de la possession et de la dépossession de soi et un côté viscéral inéluctable et qu'on ne peut pas ôter en fait entre les deux, d'un côté comme de l'autre. Mais la dernière scène me fait douter de savoir si à un moment donné, il n'y a pas plus. Le romantisme dans cette séquence, elle est là, eux-mêmes utilisent des mots, elle parle de lui comme d'amant. Bah ouais, moi c'est ça qui me fait me dire le truc. Tu vois, mon daron était pas forcément d'accord. Mais moi, putain, en fait, le film, je le trouve bon, et la dernière scène, avec les derniers plans, la manière dont il s'enlace, machin et tout, et même elle, qu'elle vient le prendre dans ses bras à la fin, j'ai du mal, moi, à me dire que c'est que de l'ordre de comment dire, de la prophétie, etc., et que c'est censé se passer comme ça. Dans ma tête, pour moi, c'est plus que ça. Et il n'aurait pas autant insisté d'un point de vue de mise en scène là-dessus s'il n'y avait pas un petit peu plus. Quand bien même c'est hyper glauque, ceci, cela, parce qu'il y a un truc côté sexuel aussi, un peu macabre et tout, pour moi, il y a un truc de plus là-dedans. Il y a un truc de plus. Même dans la consommation des corps, observes-tu qu'il y a la relation de fin, c'est aussi glauque, romantique que Aaron Taylor-Johnson qui embrasse et meurt dans les bras de sa femme morte. Oui, il y a ça aussi, parce qu'Aaron Taylor-Johnson, du coup, lui, bon, bah, sa femme meurt, lui, je crois qu'il chope la peste, enfin bon, il meurt dans les bras l'un de l'autre, il embrasse sa défunte qui est morte depuis 2-3 jours et qui a été à peine enterrée. Ouais, si, c'est vrai qu'il y a des choses un peu glauques. Après, romantiques. Des choses glauques et désespérées, dira-t-on. Est-ce que c'est désespéré ou romantique? Est-ce que c'est de la possession ou du romantisme? Bon, pour moi, il y a un désir inavouable d'Hélène pour Nosferatu, c'est pas seulement de la possession, mais moi, je pense aussi. Moi, je pense aussi. Je pense qu'il y a... quand elle lui dit tu me satisferas jamais autant que lui, je pense qu'il y a un ordre de même la scène d'intro, hein, même la scène d'intro, les bruits qu'elle fait, etc. Machin, c'est des bruits qui sont quand même très proches de
bah, du sexe et puis du plaisir sexuel, quoi. Donc moi, je ne veux pas considérer que ce film-là nous offre pas quelque chose de plus. Je pense qu'il offre quelque chose de plus. Je pense qu'il y a à un moment donné un axe, un arc où effectivement il y a une sorte de romantisme horrifique, de l'horreur romantique. J'en avais parlé de l'horreur romantique littéraire du film La Mouche. On n'est pas au même stade évidemment, hein, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais je reprends l'expression. Pour moi, il y a de l'horreur romantique sur la dernière scène. Je ne peux pas voir le truc autrement. Sinon, t'aurais pas autant insisté sur sa mort. Elle aurait pas été un peu possédée, quitte à le reprendre dans ses bras quand il meurt, parce qu'elle aurait pu en avoir rien à foutre. Et moi, je me demande même pourquoi le gars, il est pas parti alors qu'il pouvait partir, quoi. Dire, attends, tu peux la prendre en possession, etc. Tu la ramènes à ton château, et puis ensuite, voilà, tranquille, ou je sais pas moi, tu fais autre chose, t'échappes aux lumières du jour, ou... Non, lui, il a l'air d'accepter son truc, hein. Même... Bon moment pour saluer un couple d'ados derrière moi qui ont pouffé de rire à la première scène où elle gémit. Ouais, bah oui, ouais, bah oui. Après, c'est pas un film à montrer. Montrer Nosferatu à des ados, ce film-là, là, bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, hein. Mais non, ça reste un très bon film. Ça reste un très bon film avec une très très belle dédicace à Lily Rose Depp, moi, qui, je trouve sort une performance exceptionnelle. Vraiment. Le casting est bon, visuellement, esthétiquement, la photo. C'est voilà, c'est un très bon film. C'est un très bon film qui, sans forcément égaler ou vouloir même égaler l'original, réussit à proposer quelque chose de fort. Et c'est très bien. Pareil, oui, qualité des effets pratiques. Nosferatu, là, vous verrez le corps qu'a Nosferatu, c'est une immondice. C'est une immondice. Enfin, c'est voilà. Mais c'est d'un point de vue artistique, esthétique. Et j'en avais parlé dans les décors, les costumes et puis dans les effets pratiques du maquillage et tout. C'est très costaud. C'est vraiment très 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 costaud. Donc oui, ça se met dans la lignée. Moi, le dernier voyage du Déméter, j'avais bien aimé aussi. Radicalement différent, beaucoup plus orienté action et huis clos, mais bien aussi. Ça fait partie, voilà, de ces films qui pour moi sont de l'ordre des films à la fois fantastiques, horrifiques et aussi d'ambiance et bah, même d'épouvante, et qui rentrent dans la catégorie des films de bonne facture, vraiment de bonne qualité. Et tant mieux, parce qu'un film comme ça qui sort en 2024, ça va peut-être permettre aux gens ensuite de s'intéresser bah, à la version originale pour les plus audacieux. Et puis ça permettra peut-être à d'autres personnes de s'intéresser au mythe de Nosferatu, du Comte Orlok, et donc ensuite de Dracula, machin, ceci, cela. Donc moi ça me parle, en vrai. Ça me parle. Donc moi j'aime bien. J'aime bien. Dans les commentaires ci-dessous, évidemment, pour ceux qui verront la vidéo sur YouTube, disponible dès demain, pour ceux qui regardent la vidéo, là, évidemment, le live en direct sur Twitch. N'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. Merci à tous d'avoir été là pour cette critique. On a terminé à plus de 40, c'était cool. Surtout en période de fête, etc. pour un film qui vient de sortir. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vous donne rendez-vous, là, la fin de semaine, les gars, stratosphérique. Vraiment. Demain, bilan série, top 10 série. Samedi, top 10 jeux avec des flops, avec top 5 flops. Et dimanche, on termine avec le flop 10 et le top 10 des films. Et après, on enchaînera sur un live de 10h lundi. Et on terminera mardi avec encore un live, là, le 31, juste avant les réjouissances naturelles. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Et on se donne donc rendez-vous demain pour le bilan de mon top 10 de mes séries cultes. Évidemment, tout sera ça sur YouTube par la suite. Des bisous!